Vous pensez vraiment que l'histoire est terminée? Que Rumi a accepté son côté démon? Que les Huntrix sont soudés à jamais et qu'elles vont juste chasser du monstre en chantant de la K-pop jusqu'à la fin des temps? Pauvre fou. Si vous regardez attentivement le premier film, vous verrez que K-pop Demon Hunters a laissé des miettes de pain partout. Des indices énormes qui pointent vers une suite beaucoup plus sombre, beaucoup plus psychologique et franchement terrifiante pour nos héroïnes. Aujourd'hui, on ne va pas juste parler de qui est le méchant, on va parler des squelettes dans le placard. Parce que si Rumi avait des secrets dans le premier film, attendez de voir ce que cachent les autres. Accrochez-vous, on plonge dans les 5 théories les plus explosives pour la suite. C'est parti. Commençons par l'éléphant dans la pièce, Céline. On l'adore, c'est la tante badass, l'axe-chasseuse des Sunlight Sisters, mais soyons honnêtes 2 secondes, elle est louche. Depuis le début, Céline essaie de cacher l'héritage de Rumi. Elle lui apprend à maquiller ses marques, à supprimer sa nature. Pourquoi? La réponse facile, c'est pour la protéger. La réponse intéressante, c'est la culpabilité. Regardez la scène finale du film. Céline ne peut pas se résoudre à blesser Rumi, même quand elle se transforme. C'est mignon, non? Mais ça cache quelque chose de plus brutal. La théorie ici, c'est que Céline sait exactement ce qui est arrivé au père biologique de Rumi. Et pourquoi? Parce qu'elle est probablement celle qui l'a tué. Imaginez le drama. Les Sunlight Sisters, à l'époque, étaient des puristes. Si le père de Rumi était un démon, Céline l'a sûrement éliminé sans poser de questions, peut-être même sous les yeux de la mère de Rumi. Dans la suite, Céline va devoir passer à la caisse. Elle ne peut plus se cacher derrière son rôle de gardienne. Si Rumi commence à explorer son passé, Céline devra avouer. « Hey, tu sais ton papa démon dont tu as hérité les pouvoirs? C'est Tata Céline qui l'a renvoyé en enfer. » L'ambiance au repas de famille va être glaçante. Passons à Mera. Sur papier, c'est la star, la main visual. Elle a l'air intouchable. Mais si vous grattez le vernis, c'est une catastrophe émotionnelle. Le film nous a montré que Mera vient d'une famille riche et conservatrice qui l'a rejetée. Elle est la vilaine fille, le mouton noir. Elle a embrassé cette image pour sa carrière, mais au fond, elle est terrifiée. Rappelez-vous comment Jima, le grand méchant, a réussi à entrer dans sa tête. Il n'a pas utilisé la peur des monstres, il a utilisé sa peur de l'abandon. Il lui a fait croire qu'elle ne méritait pas d'amis, pas de famille. Dans la suite, ça ne va pas s'arranger. Une victoire contre un boss final ne guérit pas des années de traumatismes familiaux. La théorie ici, c'est que Mira va s'isoler. Pour se protéger, elle va repousser Zoé et Rumi avant qu'elles ne puissent la blesser. C'est un mécanisme de défense classique. Je te quitte avant que tu me quittes. On pourrait voir une Mira plus sombre, plus distante, peut-être même tentée par un pouvoir qui lui promettrait de ne plus jamais souffrir. Le groupe Huntrix est fort ensemble, mais si le pilier central s'effondre de l'intérieur, tout le groupe tombe. Et Zoé? Ah, Zoé, notre petite parolière géniale. Si Mira est le visage du groupe, Zoé en est le cœur anxieux. On sait qu'elle a grandi aux États-Unis, coincée entre 2 cultures, jamais assez coréenne pour les uns, jamais assez américaine pour les autres. Résultat, elle est devenue la reine du people-pleasing. Elle veut plaire à tout le monde, tout le temps. Vous avez vu la scène chez le docteur pour la voix de Rumi? Le médecin la grille direct. Arrêtez d'essayer de plaire à tout le monde. Et la scène avant les Idol Awards, elle est en nage, paniquée, à chercher un carnet pour écrire des paroles parce qu'elle ne sait pas dire non. C'est une bombe à retardement. Dans K-pop Demon Hunters 2, on ne va pas juste la voir stressée, on va la voir craquer. Le burn-out, le syndrome de la page blanche. Imaginez que les Huntrix doivent sauver le monde avec une nouvelle chanson magique. Mais Zoé n'y arrive pas. Le stress de devoir être parfaite, d'être la médiatrice, de gérer les égos, ça va exploser. Et quand la gentille Zoé explose, ça risque de faire très mal. Elle pourrait remettre en question sa place dans le groupe, se demandant si elle est là pour son talent ou juste pour servir les autres. Maintenant, parlons méchants. Jima était cool, les Saja Boys étaient présents, mais ils avaient un défaut majeur. Ils n'étaient pas subtils. Les Saja Boys, c'était littéralement des démons qui faisaient les beaux gosses sur scène. C'était l'attaque frontale pour les nuls. Pour la suite, Jima, ou son successeur, ne peut pas refaire la même erreur. Il a vu que l'attaque directe ne marche pas contre Huntrix. Il faut être plus malin. La théorie la plus excitante, l'infiltration. Imaginez un nouveau personnage, un producteur charmant, un manager ultra compétent, ou même un nouvel artiste solo qui collabore avec les filles. Il est parfait.
Il dit ce qu'il faut, il aide le groupe à atteindre des sommets, sauf que c'est un démon. Mais pas un démon qui arrose ses plantes avec du café dans l'avion comme un idiot, référence à la scène du début, hilarante d'ailleurs. Non, un démon qui a étudié les humains. Il ne veut pas les tuer tout de suite, il veut les détruire de l'intérieur. Il pourrait monter Mera contre Zoé, isoler Rémi, manipuler Céline. Le danger ne viendrait pas d'une armée de monstres en CGI, mais d'un traître assis à leur table. Ce genre de thriller psychologique donnerait une dimension adulte et flippante à la suite. On ne saurait pas à qui faire confiance jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et enfin, la mère de toutes les théories, le papa. On sait que la mère de Rumi est morte, mais le père, il est vivant, c'est obligé. On ne nous montre pas des marques démoniaques spécifiques sur Rumi. On ne nous parle pas de son héritage hybride unique pour que le père soit juste une note de bas de page. La théorie, il s'est caché. Soit il a fui dans les tréfonds du royaume de Guima pour ne pas être contrôlé, soit il est sur Terre, caché sous forme humaine, veillant sur Rumi de loin. Imaginez le choc. Rumi, qui se bat avec son identité, rencontre enfin quelqu'un qui est comme elle. Pas un chasseur, pas un humain, mais un démon qui a choisi le bien ou la neutralité. Il pourrait revenir pour aider Huntrix face à une menace trop grande pour elle, ou pire, il pourrait revenir pour emmener Rumi avec lui, loin de ce monde qui la rejette. Le conflit entre Céline, qui déteste les démons, et le père, qui est un démon mais aime sa fille, serait le moteur émotionnel parfait pour le film. Rumi devrait choisir la famille qu'il a élevée, Céline, Huntrix, ou la famille qui partage son sang. Bref, K-Pop Demon Hunters a posé les bases d'un univers incroyable, mais c'est dans la suite que les choses sérieuses commencent. On a les traumas, on a les secrets, on a le potentiel pour des trahisons épiques. Bref, K-Pop Demon Hunters a posé les bases d'un univers incroyable, mais c'est dans la suite que les choses sérieuses commencent. On a les traumas, on a les secrets, on a le potentiel pour des trahisons épiques. Netflix, Sony ou peu importe qui gère ça, vous avez l'or entre les mains. Ne nous faites pas juste un autre concert avec des monstres. Brisez-nous le cœur. Faites pleurer Mira, pour de vrai cette fois. Poussez Zoé à bout et forcez Céline à avouer ses crimes. Et vous? Vous pensez que le père de Rumi est vivant? Vous pensez que Mira va trahir le groupe? Dites-moi tout dans les commentaires. Je veux lire vos meilleures théories, même les plus folles. N'oubliez pas de liker si vous voulez voir Zoé péter un câble dans la suite. Et abonnez-vous pour ne rien rater. C'était votre dose de chaos K-pop. À la prochaine!